Bismillah Rahman Rahim, Bismillah Rahman Rahim, Bismillah Rahman Rahim. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Shalom, Shalom, Shalom. Je m'appelle Sam Edris Samake. Je suis originaire du nord de la Côte d'Ivoire, précisément de Samango village, le village de Samango Santan. Je suis né au centre-ouest, à Aïcha précisément, où le brassage ethnique et le brassage continental était une réalité. Bon, je ne sais pas si c'est encore une réalité. Cela était une réalité à Aïcha, le brassage des populations. Toutes les populations presque africaines se retrouvaient à Aïcha, presque toutes les populations ivoiriennes aussi se trouvent à Aïcha. Nous avons grandi dans une ambiance paisible. Et nous ne connaissions pas réellement la politique. Personne, je peux vous le dire aujourd'hui, en Aïcha ne savait ce que c'est que la politique, à part quelques-uns. Si je vous raconte comment mes parents, mon père à moi, eux faisaient la politique, vous allez rire beaucoup. Les gens ne savaient pas les partis, qu'il y avait un parti unique, qu'il y avait multipartisme. C'est des notions que nos gens réellement ne connaissaient pas là-bas. Et pas du tout. À telle enseigne que j'ai des gens qui demandaient à mon père pourquoi son petit frère Sidi Samake était progressiste de Sanogo. Voilà, donc c'était difficile pour mes parents de faire la différence. Et maintenant, c'était ou fouet ou rien. Et tout le monde était au fouetiste, qu'on le veuille ou pas. Nous avons grandi dans cette ambiance. Et la politique a changé petit à petit. Avant, il n'y avait pas de mairie à Aïcha. Et il y avait deux seules mairies, je crois, Abidjan et puis Bouaké. Et je ne sais pas s'il y en avait à Yamoussoukro, mais il y avait Bouaké et Abidjan. Et ces maires étaient nommés par, je crois, par Oufouette Boigny lui-même. Je me rappelle de Djibo Sunkalo à Bouaké et de Kanga, quelque chose à Abidjan. Donc la politique, c'était autre chose, c'était une vue de l'esprit jusqu'à l'avènement du président Gbagbo Laurent. Avant l'indépendance, il y a eu des partis. Et nos parents ne comprenaient pas ce que c'est qu'un parti en ce moment, parce que quand on disait parti en ce moment, c'était les ethnies. Sékou Sanogo, par exemple, a monopolisé ses partisans à Ségaladou venait au dîner un tout petit peu à Korogo, et Makono et Touba et autres. Donc c'était régionaliste en fait. C'est Oufoué qui était un peu le gars qui avait des connexions un peu partout. Même en Korogo avec le vieux Gon Klubali, le vieux Gon. Donc Oufoué a eu des gens là-bas. Donc c'est Oufoué qui était un peu national. Les autres étaient un peu régional. Et c'est là il y a eu les Biaka Boda, les machins. Donc la mort de Biaka Boda, bon, elle est restée floue. Et jusqu'à aujourd'hui, je crois, les Atiers ou les Abel n'ont pas pardonné ça au président Oufouette. Donc ça, c'est des pans de l'histoire. On ne veut pas revenir là-dessus pour ne pas ouvrir des choses encore. Et dans les années 70, il y a eu Kragbe Nyagbe à Gagnoa, bon, qui est venu, bon, ça a ensanglanté beaucoup. Bon, les gens, c'est bon, voilà. Donc le multipartisme était mal compris en ce moment. Comme je vous l'ai dit, jusqu'à l'avènement du président Gbagbo Laurent, et Gbagbo et ses amis, les Djebikona, Jenny Kobena et autres, et ils sont venus, ils ont expliqué. Et bon, il y avait la jeunesse qui était plus ou moins un peu éduquée et qui s'est lancée dans l'arène. Et voilà comment je crois que le multipartisme a pris corps en Côte d'Ivoire dans les années 90, quand Oufoué n'était plus Oufoué.
Et je crois que Oufoué a beaucoup respecté son adversaire principal qui est Laurent Gbagbo. J'en sais quelque chose. Oufoué a beaucoup respecté Gbagbo. Il a respecté pourquoi? Parce que Gbagbo a été intègre, très intègre. Il a été honnête. Il a été très honnête. Et il a été loyal. Gbagbo n'a jamais appelé les gens à prendre des machettes, des gourdins. Gbagbo ne l'a jamais fait. Gbagbo s'est battu sur le terrain des idées. Voilà ce qui fait que moi, personnellement, Sam Idriss, je suis ce monsieur. J'ai suivi son parcours, j'ai étudié son parcours. J'étais encore dans les années 80, j'étais au cours Pigé où Gbagbo s'était exilé en France. Et j'ai essayé de l'étudier un peu et j'ai approché dans le temps, j'ai même une photo de lui, le ministre Bala Keïta, que nous avions invité à prononcer une conférence à Bassam. Le cours Pigé dans les années 79-80, je ne me rappelle plus du machin. Et le président de notre comité de mai ici, c'était Bonaventure, Kwaku Bonaventure. Bon, il m'entend, il me connaît. Donc voilà un peu, j'ai posé la question à Bala Keïta, qu'est-ce qu'il pensait de Gbagbo en ce moment, du pas président. Et je voulais qu'il m'explique un peu dans mon petit esprit d'élève, mais il a dit quelque chose qui m'a choqué. Il a insulté. Il a dit, oh, mon petit, ne pensez pas ce farfelu qui veut se faire voir. Et j'étais choqué. Et il m'a regardé, il m'a dit, mais est-ce que tu n'es pas... Je dis, non, je ne suis pas satisfait. Et je crois que là, ça l'a bloqué et il a changé de sujet. Et il est parti maintenant sur Houphouët-Boigny, qui venait, je crois, de perdre sa concubine ou bien sa copine, qui était la fille adoptive d'Ampateba, Bintou, je crois, si mes mémoires sont bonnes. Et il allait sur ce terrain que nous ne maîtrisions pas. Et il a expliqué ça à sa manière, dire que dans la douleur actuellement, c'était pas le moment pour Gbagbo de venir en rajouter. Voilà ce qu'il a dit en fait. Il dit que Oufoué venait de perdre Bintou, et si encore Gbagbo venait encore le perturber l'état de la Côte d'Ivoire, que ça faisait pas bien. Bon, nous n'avons rien compris, moi j'ai rien compris. Bon, là, la question est restée comme ça. Jusqu'à ce que moi aussi je m'exile aux États-Unis ici. Donc Bala Keïta était là, bon, Guéhi, machin, bon voilà. Et il a perdu la vie dans des conditions atroces. Et les gens savent qui est parti assassiner Bala Keïta. On le sait. Et je crois que dans quelques temps, ça va s'ouvrir. Ce débat va s'ouvrir. Il va s'ouvrir. D'une manière ou d'une autre, ce débat s'ouvrira. Et nous avions des grands hommes, des très grands hommes en Côte d'Ivoire, des gens qui étaient intègres aussi, Siki Gbagbo, qui étaient bien, et ils sont nombreux, jusqu'à l'avènement du président Alassane Ouattara. Donc, avant l'avènement du président Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire vivait en paix, réellement en paix. Il y avait des petits machins soubresauts souvent, mais la paix existait en Côte d'Ivoire, mes frères. La paix existait, mes sœurs. Jeunes qui m'écoutaient, la paix existait en Côte d'Ivoire. Je vous le dis, la paix existait en Côte d'Ivoire. Je vous ai souvent raconté ici les tabaskis, les mois de carême, ou bien les jours d'indépendance, le 7 août. En Haïtia. Haïtia, le 7 août, les Béninois, qui s'appellent en ce moment les Dahoméens, vont sortir leur danse. Les Maliens vont sortir leur danse. Les Guinéens vont sortir leur danse. Les Burkinabés vont sortir leurs différentes danses. Les Ivoiriens sortiront leur propre danse. Les Bété, les Djoula, les Baoulés, tout le monde va sortir sa danse. Et il y avait un petit marché
qui a aujourd'hui, où est construite la grande mosquée d'ici à aujourd'hui. Et toutes les danses se retrouvaient là. Et nous étions petits. On court, on regarde ici, après on court, puisqu'on a envie de voir toutes les danses en fait. Et il n'y avait pas d'animosité, il n'y avait pas de problème. Nos parents plaisantaient entre eux avec tous les gens qui viennent des autres pays. Il y avait des plaisantations. Et il n'y avait pas d'animosité, il n'y avait pas de problème. C'est dans cette Côte d'Ivoire que nous, on a grandi. Une Côte d'Ivoire où tout le monde s'aimait presque, où il n'y avait pas de problème. Je viens de parler du Dahomey qui est aujourd'hui le Bénin. J'ai parlé du Burkina mais qui était la Haute-Volta. Le Mali, réellement c'était le Soudan. Moi, maman n'a jamais dit Mali, elle a toujours dit Soudan. Elle a toujours dit, je suis originaire du Soudan. Ma maman m'a toujours dit ça. Soudanga le Bénin, anou bebola Soudanais. Bien qu'elle est Naoloka, née à Bonga, qui est un village sénifo. Donc, je vous dis que la Côte d'Ivoire était très un bon pays, un coin où les gens vivaient vraiment bien. Nous avons fait toute notre enfance à Isia. On n'a jamais eu envie d'aller à Gagnoa à côté. Parce qu'à Gagnoa à côté, c'était la même chose. À Daloa, c'était la même chose. On nous racontait les choses d'Abidjan. Nous ne savions pas. Nous entendions parler d'Abidjan. Yamoussoukro, c'était la même chose. On a des frères qui habitaient dans ces coins et qui venaient aussi nous dire comment ils ont passé la fête de l'indépendance. Donc c'était identique, Tectus. Il n'y avait pas de Boyrodjan, il n'y avait pas de... Non, c'est des choses qui n'existaient pas. Jusqu'à l'avènement d'Alassane sur le terrain ivoirien. Ivoirien, je veux que vous compreniez ça. La Côte d'Ivoire était en paix jusqu'à l'arrivée de Alassane Dramane Ouattara. Quand Alassane est venu, le malheur des Odjeneka est venu de Lamine Diabaté, qui se vengeait, je ne sais pas de qui, peut-être Doufou qui ne l'a pas fait ministre, parce que je crois que lui aussi il avait ce truc-là, on me l'a dit. Il voulait être ministre des Finances, ou bien ministre du Budget, ou bien ministre en tout cas de machin. Peut-être qu'Oufou ne l'a pas fait ministre. Il l'a gardé dans contre le vieux Houphouët-Boigny. Et c'est ainsi que il a pris Alassane et lui a trouvé une mère à Odiéné de Nabintou Cissé. Personne n'a connu Alassane, personne n'a connu Nabintou Cissé en ce moment. J'ai un ami, disons même que Gbagbo a un ami intime, Soumaïla Savané, dont la sœur connaissait très bien Nabintou Cissé. Et je crois que Gbagbo doit en savoir quelque chose. Bon, moi je ne veux pas rentrer dans ce débat, mais je rentre dedans aujourd'hui quand même pour expliquer. Donc Alassane est venu de nulle part. Nous ne le connaissions pas. Et le Djoula, pour vraiment avoir le Djoula en ce moment-là, c'est l'argent. Il faut parler d'argent. On lui a trouvé un oncle, Ablaye Cissé, qui était à Bobo, qui habitait tout juste à côté de nous, que je connais très bien, que je fréquentais. Paix à son âme aujourd'hui. Et la grande sœur d'Ablaye. Et mon tuteur, qui était mon beau-frère, m'a expliqué ici qu'il paraît que, il n'a pas dit, il n'a pas affirmé, il a dit, il paraît que ce Alassane est un multimilliardaire, qu'il a des bateaux, qu'il a des compagnies aériennes. Et le Djoula, c'était ça. Pour avoir mes parents en ce moment, il faut dire que la personne est riche. Il faut dire que la personne a ça. Parce que eux, derrière cette personne,
il pense à quoi? Avoir des relations. La personne peut les pistonner dans les banques. La personne peut les pistonner ici et là. Et là, puisque Ablaye Cissé était transporteur, et il changeait de voiture Mercedes, chaque fois que Mercedes a une nouvelle voiture, Ablaye était propriétaire de cette Mercedes. Et il était le transport, l'un des grands transporteurs. Donc on nous a dit, mon beau me l'a dit, que c'est ce Alassane qui a pistonné Ablaye auprès des banques ivoiriennes. Donc il peut avoir n'importe quel crédit, il peut avoir n'importe quelle somme d'argent il désire. Donc voilà ce qui a vraiment machiné mes parents. Et Lamine Diabaté a appris cela et allé dire que vous avez votre neveu depuis la Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire, comme Sanoro, ce que Sanoro n'a pas été. D'après Oufoué, il faut que nous soyons là-dedans, il faut que ce soit nous. Et on a un fils qui arrive, qui est le plus grand commis du monde entier, et qui est à la FMI, c'est la Banque mondiale, c'est donc qui a menti aux Djeneka pour leur dire que c'est leur fils. Ambé Takala. Et Ablaye Kone même m'a dit quelque chose, le grand frère d'Aïcha connaît que Ndé, ne kame kwambe kumbe toi là, donne ne bambeda. Et ça veut dire quoi? Si je dois rester là-dedans, c'est parce que j'ai aussi du chocolat dans ma bouche. Nous tous, nous avons quelque chose à sucer. Si je n'ai rien à sucer, même mon pied ne viendra pas là-bas, peu forte raison ma tête. Voilà ce que ça veut dire. Donc le Djoula a été embrigadé de cette manière. Il y a eu un lavage de cerveau profond, petit à petit, petit à petit, petit à petit, jusqu'à ancrer dans la tête des Odineka que après Oufoué, ça doit être de leurs. Si ce n'est pas un de leurs, ce n'est pas la peine. Après Oufoué, ça doit être un de leurs. Donc, c'est ce qui est, c'est ce lavage de cerveau qui a été entrepris par Lamine Diabaté et qui a marché. Qui a marché réellement. Et je vous le dis, c'est malheureux, mais ça a marché. À telle enseigne, la répétition est pédagogique, qu'il y avait un sourd-muet à Issia, que tout Issia connaît, se rappelle. Je ne sais pas où il est, moi ça fait 40 ans que je suis ici. Mais qui a compris, on est arrivé à mettre dans la tête du sourd-muet un analphabète qui n'est pas allé à l'école, qui travaillait au champ, que Alassane est son fils ou bien son neveu. Et que c'est Alassane qui sera président de Côte d'Ivoire, donc personne d'autre. Et ce sourd-muet, chaque vendredi, c'est le jour du marché d'Issia, il venait dans la ville et il partait au marché. Et quand il arrive là, que Fraternité Matin est là, et il y a la photo d'Alassane là-dessus, même si c'est une petite photo d'Alassane, ou bien quelqu'un qui ressemble à Alassane, il peut en acheter autant qu'il veut. Je crois que c'était 25 francs, 30 francs, quelque chose comme ça. CFA, le journal. Il peut acheter 10 et aller distribuer aux gens. Et il était heureux. Il était content de le faire. Parce qu'on est arrivé à convaincre un sourd-muet qu'Alassane a des bateaux, qu'Alassane a des avions, qu'Alassane est notre neveu à tous. Voilà ce qui a trimballé mes parents dans cette histoire. Et jusqu'à aujourd'hui. Et même Alpha Blondy, il le sait. Ils ont été tous transportés dans cette histoire de cette manière. Alassane est venu. Vous savez la suite. Avec Bédié, il est parti en exil. Les Bédié savaient la vérité. Parce que Bédié connaissait le grand frère d'Alassane, Gaoussou. Gaoussou Ouattara de Dimbokuro. C'est Gaoussou qui a confié
Alassane à Bédié. Bédié avait à peine 25 ans. Il était ambassadeur de Côte d'Ivoire aux États-Unis. Et il s'est occupé d'Alassane, son petit frère. Vous voyez ça? Vous comprenez ça? Et vous voyez que c'est Alassane qui a tué Bédié. Et vous êtes d'accord avec ça? Mes frères, vous prenez ça pour de l'argent comptant et vous êtes heureux. Mais quand on sait ces histoires-là, on n'est pas heureux finalement. Gaoussou a confié son petit frère à la vigilance du président Henri Konan Bédié. Et Konan Bédié a fait ce qu'il peut faire pour son frère. Il a fait ce qu'il peut. Mais comment il a été récompensé, nous le savons tous. Donc voilà Alassane, qui vient dans un premier temps avec Bédié. Gbagbo, qui est tout sauf un palabreux. Gbagbo est tout sauf un va-t-en-guerre. Il associe, il accepte de s'associer à Alassane. Pour une raison simple que je crois que Gbagbo l'a dit un jour. Alassane a été Premier ministre de la Côte d'Ivoire. Et si tu as été Premier ministre, tu peux être président. Avant toutes les richesses, je crois qu'avant que Gbagbo ne sache qu'il a fait ça, il a payé une maison avec sa carte d'identité voltaïque, il a fait ça, il a fait... Gbagbo, son raisonnement était ceci. Si Houphouët l'a pris, donc c'est un Ivoirien. Donc non, je peux travailler avec lui. Donc ils ont créé le front, je ne sais pas, front commun, front quoi dans le temps. Contre maintenant Bédié. Et après, il s'est rapproché du général Guéhi. Et puisque Bédié soupçonnait ce dernier déjà, il l'a mis à la retraite. Mais lui rongeait son frein en attendant son jour de revanche. Et c'est ainsi qu'Alassane a eu comme aide de camp, quand il était Premier ministre, un jeune du nom de Ibé, Ibrahim Koulibaly, Ségela, Koyera. Et c'est Ibé qui va maintenant faire le coup d'État avec ses amis au profit d'Alassane Ouattara. Malheureusement pour eux, Guéhi a pris goût. Parce que quand ils sont arrivés au pouvoir, leur groupe s'est disloqué, s'est partagé en 3 groupes. Il y avait les groupes qui voulaient vraiment organiser une élection juste en Côte d'Ivoire. Et il y a le groupe qui s'est rapproché de Guéhi. Et il y a un autre groupe qui suivait, qui acceptait tout. Donc voilà ces 3 groupes. Et le groupe qui a suivi Guéhi a gagné. Et il y a eu les élections. Ce que Laurent Gbagbo a appelé des élections calamiteuses. Et est sorti victorieux des élections calamiteuses, Gbagbo Laurent. Dès lors qu'il a été président, 3 mois après, seulement 3 mois, Alassane est venu mettre des bâtons dans les roues de Gbagbo. Seulement 3 mois. Seulement 3 mois. Vous comprenez ça? 3 mois seulement, en janvier. Ce qu'ils ont appelé la Mercedes noire ou bien quelque chose de noir. Ou bien le cheval blanc, machin. Donc Alassane était à l'exil, mais finançait ces jeunes qui s'étaient
repliés tous chez Blaise Compaoré, qui avait aussi une dent contre Gbagbo Laurent. L'histoire est un témoignage, je vous l'explique aujourd'hui. Il paraît, je n'étais pas là, je n'en sais rien, le président Gbagbo peut se défendre aujourd'hui, qu'il y a eu un deal entre le président Gbagbo et Blaise Compaoré. Parce que là aussi, vous comprenez quelque chose. Au temps de la lutte farouche entre Gbagbo et Houphouët, nous n'avions pas compris quelque chose. Blaise Compaoré, qui a été placé là par Houphouët, recevait tous les adversaires d'Houphouët, à commencer par le principal adversaire, Laurent Gbagbo. Je peux témoigner quelque chose. J'ai pris l'avion en 96 et 96-97. Le même avion que Gbagbo. Cela m'avait beaucoup étonné. J'étais déjà aux États-Unis. Je vais vous expliquer. Mon cousin Sékou Touré, qui était directeur de production de la Petrosi, m'a dit de l'accompagner à Bobo Dioulasso. Nous avons pris un avion, on est parti. Et à notre retour à Abidjan, quand l'avion a atterri, j'ai vu le président Gbagbo descendre en gros boubou bleu. J'ai cette image encore. Et très, très, très content, très joyeux avec quelques amis. Ils sont allés dans le salon d'honneur. Et pendant que nous montions dans l'avion pour attendre. Et là, ça m'a beaucoup étonné. Et quand je suis arrivé aux États-Unis, je me suis renseigné. C'est là que j'ai appris que c'est Blaise Compaoré qui a acheté le siège, qui a donné de l'argent du siège du FPI à Gbagbo Laurent. Donc Blaise jouait sur tous les comptes, enfin, sur tous. Et Houphouët l'a appris. Mais il était trop tard pour lui, Sankara était mort. Et que c'est pendant ce temps que Gbagbo Laurent et Blaise ont fait un deal. Et le deal consistait à quoi? Blaise a dit à Gbagbo, je vais t'aider, tu seras au pouvoir. Mais une fois que tu es au pouvoir, les Burkinabés qui habitent la Côte d'Ivoire, il faut leur donner la nationalité sans exception. Comme ça, je vais pouvoir rester au pouvoir autant de temps que je le désire. Parce qu'on les appelle les diasporas ici, la diaspora. C'est leurs enfants qui viennent me créer des problèmes. La Côte d'Ivoire est une base arrière pour eux. Donc tu leur donnes la nationalité. Donc celui qui s'amuse, il ne sera pas burkinabé. Je peux en faire ce que je veux. Il y avait ce deal et il paraît que ce deal a réellement existé. Et quand Gbagbo est venu au pouvoir en 2000, Blaise a contacté Gbagbo plusieurs fois. Et quelqu'un qui venait d'arriver devait lui laisser le temps. Et Gbagbo a dit non, il n'est pas question. Et c'est ce que j'ai appris aussi. Donc voilà où Blaise en a voulu à Gbagbo. Puisque dans sa tête, c'est lui qui a placé Gbagbo là, donc lui aussi peut enlever Gbagbo. Et il ne connaissait pas aussi Gbagbo. Et je vous ai dit que c'est un gars qui est intègre et qui n'aime pas les manipulations. Et puis ce n'est pas le gars aussi qui a peur de quelqu'un, qui va faire ce que tu lui demandes. Donc voilà l'origine du problème entre Gbagbo Laurent et Blaise Compaoré. Et c'est ainsi que Blaise a sauté sur l'occasion et il a hébergé les IB, les Chérif Sousman, les Zakaria Kone, les Zaga Zaga, et tous ceux que vous connaissez dans la rébellion. C'est ainsi que Blaise les a logés, nourris, et leur a permis de faire les coups successifs qu'ils ont eu à faire. Donc c'était une vengeance
du point de vue de Blaise Compaoré. Parce que Gbagbo n'aurait pas respecté le deal entre les deux. Voyez-vous? Et Alassane s'y est engouffré. Et Blaise, qui sait qu'Alassane est un Burkinabé comme lui, parce que Sankara a proposé à Alassane d'être ministre des Finances du Burkina. Alassane a refusé parce que déjà Alassane était marié à Dominique Folero, Nouvian Folero. Et je vous ai dit qu'il était Folero. Oufou était un peu complexé devant des gars comme les Folero. Yeah. Je vais l'expliquer, je l'ai expliqué une fois, je crois. Et Alassane déjà avait la tête sur la Côte d'Ivoire. Le Burkina était trop petit pour lui. Le Burkina était un peu pauvre pour lui, Alassane Ouattara. Et le tandem Dominique et Alassane était un tandem qui allait marcher en Côte d'Ivoire. Parce que Dominique est arrivé à rentrer dans le cercle restreint, très restreint, dans l'intimité du Houphouët-Boigny, jusqu'à avoir tous les biens du Houphouët à gérer, sans exception, au vu de toute la classe politique qui était imprégnée de cette situation. Donc vous voyez que c'était embrigadé comme ça en fait. Donc Alassane attendait. Et entre-temps, Alassane et Compaoré se sont mis d'accord pour enlever Gbagbo au pouvoir. Et vous savez le reste. Il y a eu la rébellion. Les Marcoussis partis par là. Blaise était là pour toujours dire Alassane n'accepte pas. Et entre-temps, Blaise a tout fait pour que Soro soit où il est, avec IB. Ils ont fait que IB et Soro s'entendent. Soro était un étudiant qui a du charisme, beaucoup de charisme. Ils ont profité du charisme de Soro. Parce que quand il y a eu l'attaque de Bouaké, Abidjan et autres, Chirac a demandé, est-ce que c'est le Burkinabé? Pour le Gbagbo et ses compagnons, c'était le Burkinabé. Mais il a fallu que Soro sorte pour revendiquer, pour bloquer Chirac. C'est ce que Chirac aussi cherchait. Je ne sais pas pourquoi Chirac en a voulu à Gbagbo à ce point. Quelqu'un qui a financé ta campagne. Parce que je crois qu'il avait peur que Gbagbo un jour vienne parler de ça. Puisque les Bongo le faisaient, les Sassou le faisaient, Blaise le faisait, eux tous ils étaient calmes, mais avec Gbagbo, il s'est dit que, voilà. Ils avaient peur de Gbagbo en fait. Donc, il y avait beaucoup de complots. Gbagbo ne pouvait pas s'en sortir. Il ne pouvait pas. En aucun cas, Gbagbo pouvait s'en sortir de cette histoire. Et voilà comment Alassane est venu au pouvoir. Mais quand il venait, il y avait des gens qui étaient dans le RDA. Le RDA n'a pas été créé par Alassane. Je vous l'ai dit, c'est Jenny qui l'a créé. Mais quand Jenny l'a créé, Alassane s'est associé à des gens qui étaient charismatiques, comme Ben Soumaoro, le grand Ben Soumaoro de la radio-télévision ivoirienne. Et Ben a été le premier à savoir réellement à quel jeu Alassane était en train de faire de la Côte d'Ivoire, à quel jeu il faisait de la Côte d'Ivoire. Et Ben s'est méfié. Et Ben est parti. Il y a eu Adama Champion. Pour ceux qui se rappellent, Adama Champion
Alassane l'a fait disparaître quand il a vu le jeu dans la salle. Sont restés les émogos. Mais quand les émogos ont vu, Alassane les a fait disparaître. Combien de hauts cadres du Nord Alassane a fait disparaître? Ils sont légion. Et ceux qui sont restés des autres ethnies, des autres régions, telles que les Amontanon, vous savez qu'est-ce qu'ils sont devenus? Amontanon n'est que l'ombre de lui-même aujourd'hui. Et Alassane a fait disparaître un à un, au fur et à mesure de son ambition, de sa montée politique. Alassane a fait disparaître un à un tous ceux qui étaient sa garde rapprochée. Tous ceux qui pouvaient, pour lesquels les Ivoiriens pouvaient accepter Alassane. Alassane les a fait disparaître un à un. Vous savez l'histoire, c'est la vérité. Il les a fait disparaître un à un, sans exception. Ainsi, quand il est venu au pouvoir, parce que c'est le plus connu en ce moment, Gon Coulibaly, Ahmed Bagayogo, Amadou Soumaoro au cimetière, le gars de Boisflé, je ne connais plus son nom, qui était à un moment président du Conseil économique et social, Dibi. Alassane les a fait disparaître tous, sans exception. Et puisque c'est un insatiable, il n'a pas pu s'arrêter. Alassane, après la disparition de tout cela, Alassane aurait pu s'arrêter. Mais il est insatiable. Et je vous l'ai dit, qui s'assemble se ressemble. Blaise a tué tous ses compagnons sans exception. Alassane a fait disparaître tous ses compagnons sans exception. Regardez aujourd'hui autour d'Alassane. Qui est original du RDR? Ça n'existe pas. Il n'y a pas d'originaux RDR aujourd'hui qui existent autour d'Alassane. Ça n'existe pas. Tous sont passés à la trappe. Tous ont été, comme on le dit, Chris Yapi, fiolés. Tous ont été tués. Ils ont tous disparu. Et aujourd'hui, j'ai vu un truc pathétique hier sur les réseaux sociaux. Pathétique. Alassane est tombé. Le RDA est tombé. Le RHDP est tombé à telle enseigne ivoirien que c'est Camille Masoko Makosso qui est aujourd'hui l'un des directeurs de campagne d'Alassane Dramane Ouattara. Camille, je ne voulais pas dire le nom de ce monsieur-là, qui est aujourd'hui l'un des gars clés d'Alassane. Mais comme c'est Alassane, nous pouvons déjà prévoir qu'est-ce qu'il lui a promis. Soit d'être ministre de la jeunesse, soit d'être ministre des cultes. Je crois qu'il a proposé ça, ce monsieur. Parce que quand je le vois se trimballer aujourd'hui à Abobo, le fief d'Ahmed Bagayogo, c'est Makosso aujourd'hui qui est en train de galvaniser les gens auxquels on a distribué les 5000 les boîtes de sardines. Alassane est tombé à telle enseigne que c'est Makosso aujourd'hui qui est l'un de ses gardes, qui fait partie de sa garde rapprochée. Avec un cynique professeur d'université qui n'a même pas de... Bon, on ne sait pas comment il est devenu professeur là-bas. Un inculte qui s'appelle, je crois, Arthur Banga.
Donc le RDA est tombé à telle enseigne qu'aujourd'hui, voilà les gens qui font la campagne pour Alassane. Même Kandia, on ne la voit pas. Anne ou Loto, on ne la voit pas. Donc aujourd'hui, Alassane et le RDA, le RSTP sont tombés. Et c'est pourquoi je peux vous dire, on ne peut même plus dire trop c'est trop. Ivoirien, il n'y a pas d'élection demain. Demain, il n'y a pas d'élection parce qu'il n'y a pas de candidat. Parce qu'il n'y a aucun candidat demain. Un truand comme Mankosso, c'est lui aujourd'hui qui est le directeur de campagne d'Alassane Dramane Ouattara. Tous ceux qui pouvaient faire valoir Alassane, le RDR, le RHDP, ont été tués. Ils sont tous morts, des morts atroces. Et aujourd'hui, c'est des scènes pathétiques que nous voyons aujourd'hui à la télévision ivoirienne. Très, 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 très pathétique. Trop, est-ce que c'est trop? Je ne sais pas. C'est dégueulasse. C'est très dégueulasse ce que je vois aujourd'hui. Le pays du Fouet-Boigny. Notre pays à nous, la Côte d'Ivoire. Ivoiriens, fiers Ivoiriens. Les Ivoiriens sont tellement fiers. Et aujourd'hui, c'est Mankosso qui est en train de galvaniser les... Eh bon Dieu, eh Allah, eh Allah, eh bon Dieu, eh Allah, épargne-nous Allah. Bon, je pense que trop c'est trop. On est arrivé à la fin. Vous savez, quand quelque chose à la fin, c'est des scènes aussi pathétiques, aussi horribles, qui viennent se montrer. Si nous ne pouvons rien, les soldats de deuxième classe, de troisième classe, de cinquième classe, où êtes-vous? Samuel Doe a fait le coup d'État. Au Libéria, il n'avait que le titre de caporal, il était très jeune. Où êtes-vous? Nos caporaux, adjudants, lieutenants, où êtes-vous? Je ne parle plus des officiers supérieurs. Ils sont tous ventrus. Eux, ils ne peuvent pas faire quelque chose aujourd'hui. Ils veulent aller à la retraite et vivre avec leurs femmes, leurs nombreux enfants et tout ce qu'ils ont pu galvaniser, enfin, arracher au peuple ivoirien. Donc aujourd'hui, sincèrement, je crois en Dieu. Le Dieu qui a fait que Gbagbo a été humilié à l'extrême. Et le Dieu aussi qui a permis au même Gbagbo de rentrer en Côte d'Ivoire la tête haute, ce Dieu existe. Il est intemporel. Tous les pouvoirs finissent sauf le pouvoir de Dieu. Ce Dieu est là, il existe. Et nous l'implorons. Eh Allah, eh Allah, eh Allah, eh Allah. Nous t'implorons, bon Dieu. Viens nous sortir de cette misère. Nous vivons la misère aujourd'hui en Afrique, en Côte d'Ivoire. Dieu, tu as tout donné à la Côte d'Ivoire. Tu nous as toujours épargnés. Aujourd'hui, nous t'implorons.
vient nous enlever dans ce spectacle qu'aucun ne veut encore voir. Please, please God, God please, please God. Et Allah, Allah, nous ne méritons pas ça, bon Dieu. La Côte d'Ivoire ne mérite pas ce que nous voyons aujourd'hui. Cette humiliation, la Côte d'Ivoire ne mérite pas ça, Dieu. Eh bon Dieu, qu'avons-nous fait pour mériter ça? Je crois qu'on a assez payé, Dieu. Bon Dieu, nous avons assez payé. On a assez payé. Tout ce que nous avons fait de mal, je pense qu'on a assez payé, Dieu. C'est toi qui le sais. Mais je t'en prie, Dieu. Je ne sais pas par quelle alchimie tu vas le faire, mais tu le feras. Tu vas nous sauver. Tu vas nous sauver, Dieu. Allah. Wallahi billahi amideli. Amideli Allah ta'ala amideli. C'était Agnès. C'est sous Agnès. Mais il est le cétrier. C'est il est le bro. Il est le cétrier. Nambon na Allah. Et Allah. Et sabar yambon na. Ambrasere. Bebrasere. Fali brake katimi. Mwobi sila kongola. Et Allah. Il est le côté fanani kwa yidari. Et Allah ambidela. Biye juma le Allah. Juma masandu faya foro. Asila yoro dola. Abina silsi yoro dola. Juma bina siri yoro Allah ambideli. Mwo ya duwa jabi. Hine anula. Ambidela bi. Mye fangani banku no. Isabar fangani bankati. Isabar Allah. Eh Allah. Ambidela Allah. Anga miminke yafama. Ivoirion ka miminke yafa. Allah yafa. Yafa tigibi lele. Il est le côté quand il dari. Ne kon mi de la bindigala. Ne te fouille ne ya John Drumotole. Eh Allah. Ni ma urodri sale niga Allah. Eh niga Allah. Isabari. Ani dalla niga Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Shalom.